Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Aimé Chanty. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres. Deux citoyens de la colline Nyaruseveyi en commune Mugina, dont le chef collinaire, sont introuvables depuis 5 jours. Arrêtés par des agents du service national de renseignement, les proches de ces deux personnes s'inquiètent pour leur sécurité. Et puis il restait beaucoup à faire pour qu'une véritable transparence soit instaurée dans le commerce des minéraux au Burundi. Selon les avis des économistes, il existait des réformes à mettre en œuvre pour espérer que l'exploitation des minéraux puisse amener le Burundi au développement. Et en actualité sportive, nous allons vous parler des résultats du week-end au football avec la fin de la 10e journée du championnat. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans quelques instants. Oh, bonsoir, sécurité pour commencer. 2 corps d'hommes ont été découverts samedi, le 1er novembre 2025, au niveau de la rivière Akanyaru, à la frontière entre les communes Mumba et Nyamurenza, anciennes divisions administratives. Aucune personne n'a pu connaître l'identité de ces corps et ces derniers n'ont pas encore été inhumés. Dani Latrumva nous fait le point. Sur la colline de Tchahi, dans la zone Guaviriro, commune Ngodi, anciennement rattachée à la commune Mumba, les 2 corps ont été aperçus flottant dans les eaux de la rivière Akanyaru, qui marque la frontière naturelle entre le Burundi et le Rwanda. Ces corps d'hommes n'ont été reconnus par personne et selon les habitants des collines de Tchahi, zone Guaviriro et de Nyabikenye, zone Nyamurenza, ils n'ont pas été retirés de la rivière. Les informations indiquent que les autorités locales ont refusé d'enterrer les corps, prétextant que les frais d'inhumation seraient trop élevés. Des responsables administratifs des collines proches de la rivière Akanyaru affirment que la plupart des personnes retrouvées mortes dans cette zone sont souvent impliquées dans la contrebande vers le Rwanda, mais dans ce cas précis, on ignore d'où provenaient les victimes. Toujours en page de sécurité, 22 personnes ont été tuées au niveau de 4 provinces du pays au cours du mois d'octobre, selon les informations recueillies par la RPA. Parmi les victimes figurent 6 femmes et un enfant. Emmanuel Daishimiye nous en dit plus. La province de Bujumbura vient en tête avec 11 personnes tuées, suivie par la province Gitega où 6 personnes ont été tuées. 3 personnes ont été tuées dans la province Burunga, tandis que 2 autres personnes ont été tuées dans la province de Butanyerera. Au total, la rédaction de la RPA a pu répertorier 22 personnes assassinées dans les 4 provinces du pays au mois d'octobre dernier. Parmi eux, 15 ont été retrouvées mortes dans les communes de Gitega, Bugendana, Ukinanyana, Rumonge et Nahangwa. 5 ont été tués par armes à feu dans les communes de Kanyosha, Ukinanyana, Muvimbi et Gubanza, tandis que 2 autres ont été poignardés dans les communes Kirundo et Kayanza. Dans cette période du mois d'octobre dernier, 6 femmes ont été tuées dans les communes de Kayanza, Rumonge, Gitega et Ugendana. Dans cette période, un enfant a été tué dans la commune Ukinanyana. Les conflits fonciers et familiaux, les vols et la sorcellerie sont à l'origine de certains assassinats de ce mois d'octobre dernier, et certains des auteurs de ce crime seraient des policiers et des Imbonerakure. Et je vous le disais en titre, ils sont portés disparus depuis 5 jours. Il s'agit du chef de colline Nyaruseveyi de la zone Buhoro en commune Mugina et son voisin collinaire. Les 2 hommes avaient été arrêtés par des agents du service national de renseignement en compagnie des Imbonerakure, mais leur famille ignore encore leur lieu de destination. Ils seraient accusés de collaborer avec le mouvement Red Tabara. L'inquiétude chez les proches des victimes réside surtout sur le fait que d'autres personnes de cette localité aient déjà disparu complètement dans les mêmes circonstances. Le point avec Janvier Nini Nahazoué.
Egide Nishimwe, le chef collinaire de Nyarusebei en zone Buhoro de la commune Mugina et son voisin Dikumana, surnommé Basoda, ont été arrêtés par la police du service national des renseignements et les Imbonerakure jeudi de la semaine dernière, en date du 30 octobre. Ils ont alors été conduits au cachot de la zone Mabaï, comme l'indique ce témoin. Ils ont été arrêtés jeudi par la police. L'un étant chef de colline, l'autre étant simple citoyen. Ils les ont emmenés à Mabaï. À ce moment, nous croyions que la justice allait faire son travail pour les auditionner et faire apparaître l'accusateur afin d'établir les responsabilités avec des preuves à l'appui. Le lendemain, vendredi, les membres de leur famille leur ont rendu visite, mais paradoxalement, ils ont été informés par la police que les victimes avaient été transférées ailleurs vers 21h. Une situation qui a éveillé des inquiétudes au moment où, en moins d'une année, 5 autres personnes de cette même zone avaient été arrêtées dans les mêmes circonstances pour par la suite disparaître définitivement. Vendredi, leurs familles se sont rendues sur le lieu pour la visite, mais la police leur a signifié que les concernés n'y étaient pas, qu'ils avaient été plutôt transférés ailleurs pendant la nuit. C'est ce transfert effectué tard la nuit, vers 21h, qui nous a inquiétés, d'autant plus qu'en zone Buhoro, nous avons déjà assisté à plusieurs cas similaires où des gens sont arrêtés pour par la suite perdre leurs traces, laissant des veuves et orphelins suite à des personnes qui complotent contre eux pour les dénoncer injustement sans qu'on en sache les raisons. Ainsi, cette pratique d'arrêter les gens et les faire complètement disparaître aurait provoqué un soulèvement populaire dans cette zone Buhoro, prévient notre source. Nous plaidons pour l'implication du gouvernement pour que ce chef collinaire et son co-détenu soient libérés de ces cachots clandestins et mis à la disposition de leurs familles. Certains d'ailleurs auraient voulu se lancer dans les rues pour manifester leur colère, n'eût été nos conseils de les calmer pour voir s'il y aurait une action qui serait menée afin que leur lieu de détention soit dévoilé. Les informations recueillies auprès de la police à Mugina indiquent que Egide Nishimwe et son voisin Dikumana auraient été arrêtés pour être des collaborateurs du mouvement Red Tabara qui opère en République démocratique du Congo. Toutes les deux victimes étaient des partisans du CNR d'Agatongwassa avant de basculer vers le CNDD-FDD, d'où d'ailleurs Egide Nishimwe a été élu chef de colline Nyarusebei. Et l'organisation Abachubari se dit profondément préoccupée par la disparition de 3 citoyens originaires de la province d'Ogitega, survenus au mois de mars de cette année 2025, et soupçonne même que ces personnes auraient déjà été assassinées. Dans un communiqué rendu public ce 3 novembre 2025, le président de l'organisation, Olivier Kenessé, dénonce ces actes qu'il qualifie d'ignobles, les inscrivant dans une série continue de violations des droits humains qui persistent au Burundi. L'association Abachubarihe, où sont les nôtres, exprime sa profonde indignation et sa douleur après la révélation de l'assassinat probable de 3 citoyens burundais originaires de la province de Gitega, portés disparus depuis le mois de mars de cette année. Il s'agit de Chiza Christophe, originaire de la commune Gishubi, disparu le 19 mars à Bujumbura. Dikumana Dominique, également natif de Gishubi, disparu le 22 mars, et Mfiti Emmanuel de la commune et province de Gitega, disparu le 24 mars 2025 à Gitega. Ces 3 hommes ont été enlevés par les agents du service national des renseignements, parmi lesquels Venanda Yeshimiye, qui était chef du service national des renseignements en province de Gitega, avant d'être sorti clandestinement des cachots du service national des renseignements pour être exécuté selon plusieurs sources fiables. Christophe, Dominique et Emmanuel auraient été transférés au siège du service national de renseignement à Bujumbura. L'association Abachubarihe constate que ces faits s'inscrivent dans un contexte de violation répétée des droits humains au Burundi où les disparitions forcées, exécutions extrajudiciaires et impunité persistante continuent de semer la peur et la douleur au sein des familles burundaises.
Et Olivier Kenesse, président de l'organisation Abachu Balihe, d'appeler le gouvernement burundais à ouvrir des enquêtes indépendantes et impartiales et à traduire en justice les auteurs ainsi que les complices de ces disparitions. Encore une fois, on écoute Olivier Kenesse, il est le président de l'organisation Abachu Balihe. L'association Abachu Balihe, où sont les nôtres, demande au gouvernement du Burundi d'ouvrir des enquêtes indépendantes, impartiales et transparentes sur la disparition forcée et l'assassinat d'Ochiza Christophe, Ndikumana Dominique, Infitié Emmanuel. Demande et exige aussi la traduction en justice de tous les auteurs, co-auteurs et complices, y compris les responsables hiérarchiques, la protection des témoins et des familles des victimes et la mise en place de mécanismes de prévention des disparitions forcées conformément aux normes internationales. L'association Abachu Balihe, où sont les nôtres, invite à cet effet les organisations burundaises de défense des droits humains à continuer à documenter les cas de disparition forcée et à accompagner les familles dans leur quête de vérité, les mécanismes régionaux et internationaux à suivre de près la situation des droits humains au Burundi et à agir en conséquence. L'association Abachu Balihe, où sont les nôtres, rappelle que la vérité et la justice ne sont pas des privilèges, mais des droits fondamentaux des familles de victimes. Nous réaffirmons notre détermination à poursuivre le combat pour la vérité, la justice, les réparations et la mise en œuvre effective des mécanismes de non-répétition. Poursuivons ce journal par la page justice, la journée internationale pour mettre fin à l'impunité des crimes commis contre les journalistes célébrés chaque année le 2 novembre, intervient dans un contexte où de nombreux professionnels de médias à travers le monde continuent de subir de graves exactions. Certains sont victimes de torture, d'autres emprisonnés sans motif valable, tandis que d'autres encore perdent la vie dans l'exercice de leur métier. C'est là l'un des messages essentiels contenus dans la déclaration prononcée hier à New York par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Plus de détails avec notre Valentin Singilangabo. À l'occasion de la journée internationale et de la fin de l'impunité pour les crimes et les exactions commis contre des journalistes, célébrée le 2 novembre, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a publié une déclaration appelant les gouvernements à garantir la justice. Dans son message, le secrétaire général de l'ONU a déclaré que 9 journalistes sur 10 tués dans le monde restent impunis. Il a cité l'exemple de Gaza, où, selon lui, la région a été le théâtre du plus grand nombre d'assassinats de journalistes au monde en raison du conflit qui perdure. Le secrétaire général de l'ONU a déclaré, je cite, « J'appelle à une enquête approfondie et impartiale sur ces meurtres. » Fin de citation. L'impunité, où qu'elle soit, outre le fait qu'elle constitue une injustice envers les victimes et leurs familles, elle est également une violation de la liberté de la presse qui conduit à des abus et représente une menace pour la démocratie elle-même. Selon toujours Antonio Guterres, tous les gouvernements du monde doivent enquêter sur les exactions commises contre les journalistes et poursuivre les auteurs et créer un environnement sûr permettant aux journalistes d'exercer leur profession où qu'ils se trouvent. Nous devons également affronter la montée inquiétante du harcèlement en ligne visant les journalistes femmes, un phénomène largement impuni qui conduit trop souvent à des violations bien réelles. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a délivré ce message pendant que notre collègue, la journaliste Sandra Muhoza, est détenu arbitrairement depuis le 12 avril 2024.
Gouvernance à présent, le commerce des minerais au Burundi demeure encore désorganisé, reconnaît le chef de l'État. Certains économistes estiment que le chemin reste long avant d'instaurer une véritable transparence dans ce secteur. Ils soulignent que de nombreuses réformes restent à mettre en œuvre pour que l'exploitation et la commercialisation des minerais contribuent réellement au développement du pays. Les détails avec Inès Gakiza. Filmer les camions et montrer qu'ils entament le voyage ne prouve pas qu'il y a de la transparence. Ces camions ont été filmés et montrés au Burundi comme preuve de la vente désormais transparente des minerais extraits dans le pays. Le président Ndayishimiye l'a fait à 2 reprises le mois dernier en octobre. L'expert en économie Jean Denzako explique que la transparence aurait dû commencer dès l'octroi des contrats d'exploitation, ces contrats devant être accordés en toute transparence et les Burundais informés des bénéficiaires. Premièrement, nous ignorons qui ont exporté ces minéraux. Personnellement, je ne les connais pas. Ils devraient laisser apparaître les structures qui ont exploité ces minéraux et ne pas nous montrer le président de la République avec le drapeau du pays. Les 2 reprises où il a été exhibé au Burundi les exportations des minerais, il leur a été dit qu'au total 435 tonnes avaient été exportées. Là encore, cet expert en économie souligne qu'il n'y a pas de transparence. Le Burundi, du fait des méthodes rudimentaires utilisées, ne connaît pas à ce jour la quantité exacte de minerais exportés, car celle-ci a été acheminée telle qu'extraite. Improviser des jeunes sans compétences et les laisser exploiter artisanalement ces minéraux, ça ne peut pas marcher. On n'exploite pas les minéraux comme si on récoltait de la pomme de terre. Ils peuvent déterrer des pierres et aller examiner la teneur. C'est une bonne idée, mais on parlera de la transparence quand on saura les quantités réelles exportées, parce que les tonnes annoncées ne sont que des minéraux bruts. La teneur peut être de 2% ou même 0, comme ça a été pour les terres rares. Pour commencer, le Burundi ne sait donc pas des quantités réelles de minéraux exportés. Le troisième fait qui prouvera qu'effectivement le gouvernement d'Evariste Ndayishimiye a instauré de la transparence dans son commerce, ce sera lorsque l'argent provenant de ces minerais sera versé à la Banque centrale. On parlera de transparence quand on sera à mesure de vérifier nous-mêmes la teneur et ainsi connaître les quantités réelles de minéraux à exporter. Vérifier les prix sur les marchés mondiaux et surtout quand les Burundais verront des revenus tirés de cette exportation rapatriés en totalité à la Banque centrale du pays. Le commerce des minerais est un secteur qui requiert planification et de nombreuses mesures pour qu'il bénéficie au pays, comme le promet le président Ndayishimiye au Burundi. Si cela n'est pas fait, comme c'est le cas aujourd'hui au Burundi, ce commerce peut attirer d'autres problèmes dans le pays. Nous y reviendrons dans nos informations de demain. Et les habitants de la commune Rutana, dans la province de Burunga, affirment qu'ils n'ont toujours pas reçu les fertilisants FOMI pour la saison culturelle A, alors qu'ils les ont déjà payés depuis le mois d'avril. Ces habitants craignent que la récolte soit très mauvaise en raison de ce manque de fertilisants. Elvis Nyomungere pour plus de détails. Les habitants de Rutana qui se sont entretenus avec la RPA depuis que jusqu'à présent, ils attendent toujours les fertilisants alors que la saison culturelle se dirige vers la fin. Ces cultivateurs disent aussi que le peu d'engrais en cours d'être distribué est celui de la saison dernière, mais qu'ils ne le donnent pas à tous. L'engrais de la saison dernière supposé être utilisé pendant la saison sèche dans les marais. Mais les engrais pour cette nouvelle saison ne sont pas encore là, mais la distribution ne se fait pas pour tous. Dernièrement, j'ai vu un camion rempli de fertilisants dans un champ d'un voisin. Si ces engrais sont pour les habitants, ce n'est pas acceptable de voir un camion déposant les engrais dans les champs des uns. Pourquoi? Ces cultivateurs de Rutana déplorent aussi que le manque d'engrais chimiques peut engendrer de lourdes conséquences sur les récoltes. Ils demandent à l'État de faire le tout possible pour régler ce problème. Sur la récolte attendue, la récolte sera mauvaise. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de réagir pour donner aux agriculteurs les fertilisants et en quantité suffisante. Nous avons payé ces engrais depuis le mois d'avril. Vous comprenez que les conséquences
transférant multiples sur la récolte. La rédaction de la LPA n'a pas encore pu joindre les responsables de la BPIAE à Burunga pour recueillir les réactions à propos de ces inquiétudes des cultivateurs dans les provinces. Et dernière nouvelle de ce journal, le championnat de football du Burundi a clôturé ce dimanche la 10e journée. L'équipe Aigle Noir a repris la première place et l'équipe de Burundi Sport Dynamique a enregistré les 3 premiers points depuis le début du championnat. Les détails avec Désiré Atungimana. Pour cette 10e journée, la surprise est venue de l'équipe de Burundi Sport Dynamique qui a gagné son premier match en battant Vision, qui occupait provisoirement la première place sur un score d'1-0. Dans les autres rencontres de cette 10e journée, Vitalo s'est imposé face à Muzinga par 2-1. Même score entre Aigle Noir et Rukinzo en faveur d'Aigle Noir. Flambeau du Centre a battu Interstar par 1-0. Même score entre Ngozi City et Bumamuru en faveur de cette formation de Ngozi. Kayanza United a fait match nul d'1 partout avec Olympic Star. Même score entre Messager Ngozi et Garage Express. Et BJ Green et Musongati se sont quittés sur un score nul et vierge. Jusqu'à cette 10e journée, Aigle Noir occupe provisoirement la première place. Lors de cette 10e journée, 13 buts ont été marqués en 8 rencontres. Toujours au football, pour vous dire que l'équipe nationale du Burundi des moins de 17 ans est en pleine préparation pour participer à la CECAFA qui aura lieu en Éthiopie du 15 novembre au 2 décembre. Cette équipe burundaise est entraînée par Gishikizo Jean-Pierre, Robert Bimenyimana et Alphonse Kanega. Le Burundi est placé dans le groupe A, composé de l'Ouganda, champion en titre, de la Tanzanie, du Soudan et de Djibouti. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage de Désiré Atungimana que le journal de ce 3 novembre 2025 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Elos Divin Remesha. Je vous souhaite une excellente soirée.